Good morning, ladies and gentlemen. I'll invite you to Mesdames et messieurs, bonjour. Prenez donc place si vous n'avez pas encore pu le faire. Alors, je voudrais vous accueillir chaleureusement à cet événement de haut niveau en vue des élections européennes de 2024. Il s'agit d'une bienvenue qui est pour tous ceux en ligne et tous ceux dans la salle. En effet, cette session est streamée et il y aura également quelques autres sessions qui seront diffusées en ligne. Le reste de nos sessions se tiendront à huis clos, de sorte à ce que tous ici puissent s'exprimer de façon libre et sans entrave. Alors, dans 8 mois, entre les 6 et 9 juin de l'année prochaine, se tiendront les élections européennes, dans les 27 États membres. Plus de 400 millions d'électeurs auront la chance de former l'avenir de l'Union européenne pour les 5 prochaines années. Alors, évidemment, la Commission européenne soutient les élections et elle est engagée à protéger l'intégrité des élections et à promouvoir la participation. Alors, cet événement vise à aborder les défis et les opportunités pour notre démocratie. Et je pense que, vu l'époque, ce type d'engagement revêt une importance encore un peu plus particulière que celle qu'elle a déjà pu avoir jusque-là. À travers ces 2 jours, nous voulons également renforcer le message de la Commission dans le cadre du package défense et démocratie. Beaucoup parmi vous ont déjà été impliqués, ont travaillé ensemble, sont impliqués dans la préparation des élections au niveau national et ici, c'est l'occasion pour vous de vous rassembler encore une fois afin de vous connecter et de travailler encore en collaboration comme vous avez déjà pu le faire dans le cadre du réseau européen en vue des élections. Alors, ces 2 jours vous permettront d'échanger vos expériences au cours des différentes sessions. Vous pourrez encore être encouragé à poser des questions aux différents intervenants dans les différents panels tout au long de ces 2 journées, afin que vous sortiez de ces 2 journées avec de nouvelles perspectives, de nouvelles idées et très clairement avec un réseau encore plus renforcé que ce que vous avez jusque-là. Avant d'ouvrir officiellement la journée d'aujourd'hui, j'ai quelques points de logistique, comme toujours. Donc, pour ceux qui parmi vous sont dans la salle, nous avons une connexion Wi-Fi. Vous avez le réseau qui s'appelle Road to EP 2024 et puis le mot de passe Road 2024. Alors, un point très clair, je voudrais vous demander d'éteindre votre téléphone portable ou les mettre en mode avion afin que nous ne soyons pas perturbés par différentes sonneries tout au long de la journée. Nous avons également une interprétation qui est disponible en anglais, français et allemand. Anglais, canal 1, français, canal 2, allemand, canal 3. Vous allez pouvoir choisir de vous exprimer dans l'une de ces 3 langues. Donc, si vous n'avez pas encore pris de casque, il y en a juste à l'extérieur de la salle et vous pouvez aller vous servir. Alors voilà, je pense que c'est tout en ce qui concerne les informations pratiques. Il est donc maintenant temps de plonger dans le cœur de notre conférence et je voudrais vous inviter à regarder un message de bienvenue de la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen. Chers membres, chers Vera, chers invités, mesdames et messieurs, la démocratie européenne appartient à tout un chacun. Chaque Européen peut contribuer à former la direction du parcours de notre Union. Nous avons tous le droit de faire entendre notre voix, de donner notre voix et de changer les choses dans l'isoloir. La démocratie
traite de notre droit individuel à être entendu. Mais la démocratie est également une responsabilité collective. Chaque nouvelle génération est responsable de la bonne santé de notre démocratie, de la rendre plus représentative et inclusive, de la protéger des menaces internes et externes et de garantir les vérifications et les équilibres de pouvoir. La démocratie, c'est du travail en cours permanent où le changement n'est pas seulement possible, mais nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle, en 2019, après que plus de monde que jamais se soit présenté aux isoloirs pour les élections européennes, nous avons plus que fêté la vitalité de notre système. Nous avons lancé ce que nous avons appelé un nouvel élan pour la démocratie européenne. Parce que notre démocratie ne peut pas être prise pour acquise au vu des défis croissants. Pensez au rôle croissant des réseaux sociaux dans le débat démocratique et l'interférence des acteurs étrangers, notamment par la désinformation. Depuis 2019, ces tendances n'ont fait que s'accélérer. L'intelligence artificielle permet maintenant de créer des deepfakes incroyablement réalistes qui pourraient avoir un rôle extrêmement déstabilisant dans la campagne électorale. Et depuis que les tanks russes sont entrés en Ukraine, les trolls russes se sont également montrés de plus en plus agressifs. En outre, d'autres pays tiers essayent également de manipuler et d'interférer dans notre débat public. Donc, à mesure que nous approchons les prochaines élections européennes, il est plus important que jamais que nous restions sur nos gardes. La bonne nouvelle est que tout le travail réalisé ces dernières années pour protéger notre démocratie porte finalement ses fruits. Le plan d'action pour la démocratie européenne que nous avons présenté au début de notre mandat promettait des actions décisives dans 3 domaines. Tout d'abord contre la désinformation, deuxièmement sur la liberté des médias et le pluralisme, troisièmement pour des élections justes et équitables. Et nous avons pu voir une avancée significative sur chaque front. Je vais commencer par la désinformation. La désinformation n'est pas une question de parti politique. Il s'agit d'une menace au fondement même de notre démocratie. Il s'agit de confiance. Parce que la désinformation vise à troubler les autres à tel point que les faits et les fake news deviennent impossibles à distinguer. Donc, comment avons-nous réagi ? Par la loi sur les services numériques. L'Europe était la première à définir des responsabilités claires pour les plateformes en ligne afin qu'elles traitent la diffusion de contenus néfastes. En parallèle, nous avons gardé un canal de dialogue ouvert avec les sociétés technologiques. Nous avons développé avec elles un code de pratique sur la désinformation qui est devenu une référence internationale sur la manière d'autonomiser les vérificateurs de faits et à couper les revenus de ceux qui diffusent des mensonges. Alors, une approche similaire sera également nécessaire pour réglementer l'intelligence artificielle. La loi sur l'intelligence artificielle sera bientôt la première du style dans le monde et je voudrais remercier le Parlement d'avoir mis en lumière l'utilisation de l'intelligence artificielle pour influencer les électeurs lors d'élections. En même temps, nous devons travailler avec les sociétés d'intelligence artificielle afin qu'elles s'engagent de façon volontaire envers les principes. Nous devons permettre à nos électeurs de faire leur choix sur base de vérité et non pas de mensonges. Dans un monde de désinformation et de fake news, le journalisme indépendant est plus important que jamais afin de produire des rapports fiables, de démonter les fake news, de dire la vérité. Et c'est encore plus important et plus urgent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons renforcé notre travail visant à protéger les journalistes et leur indépendance. Tout d'abord par la loi de liberté des médias pour protéger les
éditions de toute interférence politique et de l'utilisation de spyware. Et ensuite, par notre proposition visant à protéger les journalistes de poursuites stratégiques visant à faire taire les voix critiques. Et j'encourage le Parlement et le Conseil à travailler là-dessus aussi rapidement que possible. Je pense que notre Union devrait toujours garder à l'œil la liberté des médias partout en Europe. C'est la raison pour laquelle nous avons mis au cœur de notre rapport sur l'état de droit annuel la liberté des médias. Nous voulons qu'ils deviennent un moteur des réformes au niveau national, par exemple pour améliorer l'indépendance des autorités médiatiques. La liberté médiatique donne la voix à toutes les autres libertés et elle doit être chérie à tout moment pour protéger les droits à signaler, critiquer et être informé. Troisièmement, il y a un mot-clé qu'il faut garder à l'esprit lors de cette campagne électorale, c'est la transparence. Les citoyens méritent de savoir d'où l'information qu'ils reçoivent vient et qui paye pour cette information. Ils méritent de connaître la vérité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons avancé une nouvelle législation sur la transparence de la publicité politique pour que les gens soient au courant de la source et du but de la publicité. Grâce au travail des co-législateurs, cela pourrait devenir une loi déjà avant les élections européennes. Nous finalisons également notre package défense de la démocratie dans le but de mettre au jour les influences étrangères. Si des acteurs payent secrètement des campagnes de lobbying, leurs activités seront exposées. Si des experts soi-disant indépendants reçoivent de l'argent de l'étranger, nous avons tous le droit de le savoir. Nous ne laisserons pas les autocraties attaquer nos démocraties de l'intérieur. L'élection en 2024 sera l'une des élections les plus importantes dans l'histoire de notre Union. Les Européens ont l'opportunité de faire entendre leur voix sur des questions fondamentales telles que notre soutien à l'Ukraine, notre ambition climatique ou la direction à prendre pour compléter notre union et faire entrer de nouveaux membres. Alors que toutes les forces politiques exposent leurs différentes visions de l'avenir, nous devons nous concentrer sur notre mission commune qui nous unit tous. Et il s'agit d'assurer une concurrence électorale libre et équitable, dans laquelle la voix de l'Europe peut être réellement entendue. Les élections sont la pierre angulaire de la démocratie. C'est le moment où nous renforçons le lien entre les personnes et les institutions qui les servent. Donc, nous allons à nouveau nous serrer les coudes et montrer la puissance et la vitalité de notre démocratie européenne. Merci et vive l'Europe. Thank you very much, President von der Leyen. Merci beaucoup, Madame la Présidente von der Leyen. Nous allons maintenant entendre le message d'accueil de Madame Roberta Metsola, Présidente du Parlement européen. Getting people out to vote. That is the main challenge around the next. Faire voter les citoyens, c'est le principal défi des prochaines élections européennes. Faire en sorte que les gens se sentent concernés et comprennent que s'ils ne votent pas, d'autres décideront pour eux. Et ils pourraient ne pas aimer les résultats. Avec en toile de fond l'invasion de l'Ukraine et d'horribles attaques terroristes en Israël, la défense de la démocratie et de la voix du peuple est plus importante aujourd'hui que jamais. Les prochaines élections du Parlement européen auront lieu du 6 au 9 juin 2024. Chaque vote dans chaque État membre compte. Cette fois-ci, les jeunes Européens sont encore plus nombreux à décider de l'Europe qu'ils veulent voir, car l'âge du droit de vote a été ramené à 16 ou 17 ans dans un certain nombre d'États membres. Nous devons convaincre les Européens de voter. Depuis des décennies, l'Union européenne nous a permis de prospérer. Nos entreprises font du commerce transfrontalier librement dans un marché unique. Nos économies fonctionnent avec une monnaie qui renforce l'Union européenne. Nos jeunes bénéficient d'une éducation grâce à Erasmus et d'autres programmes. Nous voyons
voyageons librement à travers les frontières grâce à des réseaux de transport et d'itinérance. Les droits de nos passagers sont protégés. La recherche européenne sur le cancer et d'autres traitements ont sauvé des vies. Aujourd'hui, les citoyens de l'Union européenne sont mieux protégés en cas d'urgence ou de catastrophe naturelle. Nous avons vu des pompiers roumains en Espagne, des patients français soignés dans des hôpitaux luxembourgeois, des secouristes slovènes aidés d'Italie. La cybertechnologie estonienne assurait notre sécurité à tous et l'Union européenne distribuait des vaccins à tous les citoyens de l'Union européenne. C'est ça, la solidarité. C'est ça, l'Europe. Une Union européenne dont les Européens doivent prendre soin, pour laquelle ils doivent voter et qu'ils ne doivent pas considérer comme acquise. Nous devons inviter nos concitoyens à regarder ce que l'Europe fait pour eux aujourd'hui. L'Union européenne n'est pas parfaite. Je partage de nombreuses frustrations à l'égard de nos processus. Elle évolue et doit continuer à évoluer. Parce que le monde change et nous devons changer avec lui. Il est vrai qu'il faut faire encore plus pour rendre les choses plus justes et plus égales. La construction de l'Europe a nécessité un énorme courage politique. Nous devons retrouver cet esprit aujourd'hui. Cela signifie également que nous devons protéger l'intégrité du processus électoral par de nouveaux moyens. Nous devons contrer les médias sociaux, les campagnes de désinformation, la polarisation de l'opinion publique et le populisme extrémiste facile. Nous devons contrer les cyberattaques visant les systèmes électoraux tout en écoutant les craintes des citoyens concernant l'élargissement de l'Union européenne, l'immigration, la transition numérique verte, les pénuries d'énergie et les hausses de prix. Mais le plus grand défi consiste à raviver chez nos concitoyens le sentiment d'un objectif européen collectif, à les convaincre de l'existence de l'Europe et du bien fondé d'une action commune. Les dirigeants politiques doivent expliquer, écouter, puis écouter encore plus attentivement les préoccupations réelles des citoyens. À une époque où nous voulons plus, ce serait une grave erreur de s'en désintéresser. Ne pas participer, c'est laisser les autres décider à notre place. C'est pourquoi les Européens doivent croire et voter pour l'Europe, parce que l'Europe est importante et qu'elle peut apporter davantage. C'est pourquoi vous ne pouvez pas manquer les prochaines élections européennes. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Participez au plus grand exercice démocratique en Europe pour ne pas laisser quelqu'un d'autre choisir à votre place. Votez. I think we Je crois que nous avons perdu une partie du discours, mais nous allons poursuivre et nous remercions la présidente Metsola de son intervention. Mesdames et messieurs, comme tous les 5 ans, les prochaines élections, l'année prochaine, vont proposer un cadre d'élections libre, régulière et résiliente au Parlement européen. Et ces qualités, ces aspects sont absolument nécessaires pour avoir la confiance des votants, des citoyens. La présidente Metsola l'a dit, la confiance est essentielle. C'est ça qui va nous donner un Parlement européen qui soit vraiment le représentant des désirs des citoyens. Alors, afin de situer le contexte des prochaines élections et afin de préserver notre démocratie, je voudrais inviter Mme Mayorova, vice-présidente de la Commission européenne pour les valeurs et la transparence. Bonjour, Madame la vice-présidente. We need more energy on Monday morning. Bonjour. On est à peine lundi matin et on a déjà appris plein de choses. En fait, je viens d'entendre ma patronne et elle a fait une intervention remarquable. C'est vrai que nous nous exprimons d'une même voix et que nous sommes sur la même longueur d'onde qu'Ursula par rapport à ce que l'on veut. Ce que l'on veut sont des élections libres, régulières et résilientes, que les gens aient le choix de prendre des décisions en toute liberté, de faire attention à ceux qui vont les représenter auprès des différentes institutions démocratiques. On ne veut pas être manipulé, on ne veut pas de la manipulation. Ne veut pas que l'électorat soit influencé par nos discours politiques, parce que ce serait vraiment là la fin de l'histoire.
si les élections se passent mal, s'il y a manipulation au moment des élections, ça aura un impact négatif sur la vie des citoyens en Europe. Alors nous vivons une époque un peu hostile pour le moment et nous sommes convaincus que ceux qui veulent influencer les élections dans l'Union européenne ont un slogan, le pire est le mieux, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que de bonnes choses se passent pour les Européens. Et donc, effectivement, avec Ursula von der Leyen et beaucoup d'autres, nous voulons la même chose, nous recherchons la même chose dans les parlements, au sein des gouvernements et également pour le Parlement européen. Alors, il y a encore quelques mois, avant le mois de juin 2024, où des millions d'Européens vont se rendre au bureau de vote, vont voter et vont décider de qui les représentera pour les 5 prochaines années. Et ceci ne concerne pas uniquement l'Europe. Dans les 18 prochains mois, environ 65% du monde démocratique aura des élections. Comme nous le savons tous ici, les élections sont toujours un moment de défi pour nos démocraties. Les élections libres sont au centre de notre système démocratique. Ces élections, comme nous l'avons déjà entendu de la part de Ursula von der Leyen et de Roberta Metsola, ces élections vont avoir lieu à un moment où la démocratie est interpellée. La guerre en Ukraine ou encore les attaques récentes barbares du Hamas contre Israël façonnent le monde autour de nous, mettent à mal les valeurs humanistes, mettent en péril la capacité de discerner entre le bien et le mal. Et la confiance, c'est de cela dont je voudrais parler aujourd'hui. Tout notre système démocratique est basé sur la confiance. Confiance que les citoyens décident de placer dans ceux qui les représentent. Sans confiance, il ne peut pas y avoir de démocratie. Ceci étant dit, une étude mondiale vient d'être menée par la Open Society Foundation qui nous dit que, et je cite, environ un tiers des sondés disent qu'un régime militaire ou un dirigeant qui ne se préoccupe pas d'élections est une bonne manière de diriger un pays. Fin de citation. Et je pense que là, nous avons un message très clair. Nous avons beaucoup de travail à faire. Il y a 3 ingrédients clés pour restaurer la confiance dans la démocratie. Tout d'abord, la reddition de comptes qui va de pair avec la transparence. Et ça commence par donner à tous les Européens la chance de comprendre qui essaye d'influencer leurs opinions et comment on essaye de les influencer. Et différentes méthodes sont utilisées pour nous faire peur, l'interférence dans les élections notamment. Alors, dans le cadre du paquet des élections sur lequel nous travaillons, nous voulons accroître la transparence des financements étrangers qui pourraient avoir une influence sur les opinions publiques. Le public européen a le droit de savoir d'où vient l'argent. La transparence est également au cœur de notre approche européenne en matière de numérisation. L'Internet est arrivé avec une promesse d'un dialogue ouvert. À la place de cela, on voit que l'espace en ligne est fragmenté entre des conversations privées ou une constellation de boîtes noires. Nous avons perdu la trace de ce qui se passe sur la toile. Dans le cadre de la loi sur les services numériques, eh bien, dont l'acronyme est DSA, on demande aux plateformes de faire preuve de transparence quant à la manière dont fonctionnent leurs algorithmes afin de comprendre ce qui se passe, plutôt de comprendre pourquoi on voit ceci plutôt que cela. Et ainsi, on peut voir qui essaye de nous influencer et la manière dont ça se passe. Donc, il nous appartient à chacune et chacun d'entre nous de décider pour nous-mêmes si on veut croire ou pas en ce qu'on voit. Eh bien, il en va de même pour la prochaine période législative. L'électorat sera capable même de voir qui finance les publicités et comment ils sont ciblés.
On entend souvent dire que le DSA signifie le retour de la censure. En fait, c'est exactement l'inverse. La loi sur les services numériques protège les utilisateurs d'infractions tout en protégeant la liberté d'expression, autre condition essentielle pour le fonctionnement de nos démocraties. Notre rôle est de faire appliquer cette loi. Et donc, nous en appelons à toutes les plateformes concernées de mettre en œuvre les règles prévues par cette loi sur les services numériques avant les prochaines élections. Le deuxième ingrédient pour restaurer la confiance, c'est le choix et la liberté de choix. Notre boulot ne consiste pas à prendre des décisions pour les autres. Ce n'est pas notre boulot d'influencer les décisions de l'électorat. Mais notre boulot consiste à créer les conditions permettant aux électeurs de prendre des décisions éclairées, des décisions libres, sans être manipulés, sans qu'il y ait des informations. Et c'est là où les médias jouent un rôle crucial. Les électeurs s'informent auprès des médias. Les médias aident à mettre en lumière les actes de corruption, c'est-à-dire des gouvernements. Et effectivement, on voit qu'il y a une tendance à faire pression sur les médias pour qu'elles deviennent de plus en plus au service du pouvoir. Et donc, la Commission a renforcé des actions pour soutenir le processus démocratique des médias. Nous proposons une loi sur la liberté des médias afin de protéger le pluralisme médiatique et l'indépendance des rédactions des médias. C'est la première fois que nous avons une loi sur la liberté des médias. La désinformation se répand de plus en plus. C'est devenu une arme à plusieurs millions d'euros de manipulation des masses. Les campagnes de désinformation constantes mises en place par le Kremlin et d'autres acteurs nous rappellent la raison pour laquelle ceci est très important, surtout en vue des prochaines élections. Nous devons nous lutter contre cela. Nous avons un plan pour contrer la désinformation et la manipulation de l'information. Nous avons notre code de lutte contre la désinformation. Donc, les industriels et d'autres acteurs sont invités à prendre des actions afin de contrer la désinformation, c'est-à-dire en soutenant les médias, l'alphabétisation des médias, qui est un ingrédient clé pour que les gens soient plus résilients à la manipulation, pour qu'ils puissent distinguer entre les fausses informations et le reste. Et donc, les plateformes en ligne doivent en redoubler d'efforts, notamment en période d'élection. Donc, j'en appelle aux signataires de code de lutte contre la désinformation d'appliquer, d'utiliser un langage européen pour traiter les informations, notamment en Europe centrale et de l'Est. Ce sont ces pays qui sont les plus affectés par la propagande russe. Dans ces plateformes, on demande également à tous les partis politiques d'agir parce que c'est eux qui sont en première ligne de l'intégrité et donc d'adopter des codes de conduite, de donner des garanties afin de soutenir des élections libres et justes. Troisième ingrédient pour restaurer la confiance, c'est l'équité. Tout le monde doit pouvoir respecter les mêmes règles, qu'il s'agisse des politiques ou des citoyens. Et c'est la raison pour laquelle nous accordons tant d'importance à l'état de droit. L'état de droit, c'est ça qui consolide notre démocratie européenne. Et nos actions fermes prises l'année dernière témoignent bien du fait que nous considérons l'état de droit comme quelque chose d'extrêmement important. Nous devons continuer de travailler sur cette voie. Et d'ailleurs, l'Europe débat autour de cette question. Mesdames et messieurs, il ne peut pas y avoir de démocratie sans la tenue d'élections. Il ne peut pas y avoir d'élections sans un processus démocratique. Sinon, ces élections n'ont pas de sens. Et effectivement, nous voulons des élections qui ont du sens en Europe. Les élections sont à la base de la démocratie. Toutes les personnes ici dans cette salle, y compris moi-même, qui ont connu l'histoire de l'autre côté du mur de fer, le savons très bien. Nous savons quels sont les défis que pose la démocratie, pour le maintien de la démocratie. Donc nous devons vraiment tous, les institutions européennes, les États membres, la société civile,
Eh bien, notre principale tâche pour les 9 mois à venir est claire. Toute législation, toute campagne, dans tout ce que nous faisons, nous devons à tout prix assurer que les électeurs européens puissent le faire de manière libre, régulière et résiliente. Et tout ceci se prépare avec des voyages en ligne, de l'information, la lecture de journaux. Et nous devons pouvoir démontrer que les détracteurs de la démocratie ont tort. La démocratie, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le meilleur système possible pour nous. Merci. Thank you, Madam Vice President, if you'd like to. Merci, Madame la Vice-présidente. Si vous voulez prendre place, vous allez nous rejoindre pour notre première discussion de panel. Et je voudrais donc inviter notre première membre du panel, Madame Maria Aiedo, secrétaire générale de l'Union européenne, représentant du ministère espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne de la coopération. Nous avons également Monsieur Charles Goerens, qui est député européen, Madame Federica Mogherini, qui est rectrice du Collège de l'Europe, et nous avons 2 personnes qui vont nous rejoindre en ligne. Donc en ligne, nous avons, alors je ne sais pas s'il est déjà connecté, mais Monsieur Vasco Alves Cordeiro, qui est président du Comité européen des régions, et il nous rejoindra depuis sa région à lui. Bonjour, Monsieur Cordeiro. Bonjour, bonjour. Alors, nous avons également Franziska Schwarzer, qui est une jeune électrice autrichienne. Et nous aurons ainsi une autre perspective. Bonjour, Franziska. Bienvenue à tous. Et je voudrais vous inviter, que vous soyez en ligne ou sur scène, vous inviter à intervenir et à rebondir sur les points les uns des autres. Je pense que c'est ce qui rendra notre discussion plus vivante pour notre public. Madame la vice-présidente, je vais commencer avec vous sans le plus attendre parce que nous avons entendu la bouche de Madame van der Leyen. Cet élan de démocratie, et vous l'avez mentionné. Donc, j'aimerais que vous puissiez partager avec nous quelques-unes des actions que la Commission a déjà entreprises pour veiller à ce que nos citoyens puissent faire valoir leurs droits dans le cadre d'une élection juste et équitable. Merci. Bonjour encore. Vous m'avez déjà donné énormément d'espace. Je vais essayer d'être brève. Alors, si vous êtes ici, membre du réseau européen pour les élections, vous vous rappelez qu'on s'est rencontrés en 2018. Et je l'ai dit, il y a 4 nouvelles menaces pour des élections démocratiques: la cybersécurité, la violation de données personnelles, le vol de données personnelles, la désinformation et le manque de règles pour la campagne politique en ligne. On a beaucoup de règles pour des affiches ou pour des médias nationaux, des médias historiques. Et donc, pour répondre à votre question, notre réaction, en fait, a été ciblée vraiment sur ces problèmes réels. Donc, nous avons renforcé notre coopération avec les États membres sur tout ce qui est cybersécurité. Donc, je vais laisser de côté les aspects un peu plus techniques. Ensuite, nous finalisons un règlement sur la publicité politique. C'est peut-être la petite sœur, je dirais, de la loi sur les services numériques. Nous voulons avoir une transparence. Les gens qui voient quelqu'un en ligne doivent savoir qui paye pourquoi. Et dans cette législation, nous avons également toute la question du profilage des électeurs dans les campagnes électorales. Il s'agit d'un sujet hyper sensible. Alors, on n'y est pas, hein. On est toujours au trilogue. Je pense qu'on a encore quelques nuits sans sommeil devant nous à ce niveau-là. Ensuite, la loi sur la liberté des médias, on en a parlé.
En fait, quand il y a des menaces qui pèsent contre les partis politiques, on ne peut pas parler effectivement d'élections libres. Et c'est peut-être arrivé déjà dans 2 États membres. Je ne vais pas être trop concrète, mais il y a toujours quelques doutes qui planent sur les résultats des élections lorsque les médias ne sont pas libres et ne sont pas en mesure de réaliser leur travail de façon correcte. Ensuite, on a parlé également de désinformation et d'interférence ou d'ingérence étrangère. Il y a donc une autre petite sœur de la loi sur les services numériques. Nous voulons que les plateformes fassent plus, non pas de censure, mais de vérification de faits. Et donc, ne puissent pas collecter l'argent de ces diffuseurs de fake news. Et donc, voilà, nous prenons tout ça de façon très sérieusement. Et puis, finalement, la loi sur l'intelligence artificielle, qui en est dans les dernières étapes de négociation, nous voulons que les productions d'intelligence artificielle soient indiquées comme telles, de sorte à ce que les gens sachent que ce n'est pas une personne réelle. Et on a déjà vu des deepfakes utilisés dans des campagnes électorales avant des élections. Donc, voilà, c'est ce que l'on dit. On doit faire tout ce que l'on peut contre la manipulation des électeurs. Le vote doit être l'exercice de vision, d'idées et de personnes réelles. Alors, où les personnes qui ont un choix libre puissent participer librement et ne soient pas manipulées par des méthodes incorrectes et par des messages diffusés par des gens sans scrupules. Madame Yedo, la présidence espagnole a également pour objectif de renforcer la démocratie européenne. Quel type d'action prenez-vous au niveau de la présidence pour soutenir ces élections libres, justes et résilientes dont on vient de parler? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, comme vous le disiez, l'Espagne occupe pour la 5e fois la présidence de l'Union européenne. Donc, on a une petite expérience, on peut le dire, dans ce genre de choses. Je dois dire également que c'est particulièrement important de remettre les citoyens au centre de la politique parce que cela permet de rapprocher l'Europe de ses citoyens. La participation citoyenne, comme Madame la Présidente du Parlement disait, est très importante. La démocratie doit aller jusque dans l'isoloir. Et donc, nous essayons d'ouvrir autant de canaux que possible pour la participation des citoyens. Et donc, je pourrais peut-être approfondir la question par la suite pour savoir comment nous avons fait au niveau de la présidence européenne pour effectivement approfondir ces canaux. Et donc, quand on parle des élections à venir, il y a différentes problématiques sur lesquelles nous travaillons pour nous assurer, et je reviens à votre question, pour nous assurer que ces élections soient donc libres, justes et résilientes. Et donc, c'est important, comme Madame la vice-présidente le disait juste à l'instant, de lutter contre la désinformation. 67% des citoyens ont un véritable problème. Donc, on se retrouve dans une guerre de l'information qui promeut la polarisation de la société et qui, finalement, crée une méfiance envers les institutions. On a pu voir tout cela lors de la campagne du Brexit, les massacres de Boucha. Bon, donc en fait, on ne s'en tient pas aux faits. On donne l'impression qu'il y a beaucoup de visions en concurrence. Et donc, il y a une méfiance envers tout et tout le monde. Nous voulons continuer à développer des outils efficaces et proportionnels dans l'Union européenne. Ces dernières années, nous avons eu différentes initiatives comme le plan d'action, le plan d'action donc pour la démocratie européenne, la loi sur les services européens, mais on doit aller plus loin.
il y a notamment la loi sur la liberté des médias qui est passée en trilogue la semaine passée. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, bien sûr. Nous sommes sur le point d'avoir un accord sur la directive anti-SLAPP, donc protection pour les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme contre des poursuites judiciaires non fondées. Et puis également des négociations sur la transparence de la publicité politique. Donc là, on n'est pas encore proche de la fin. Ces dossiers visent à ce que la publicité politique que les citoyens européens reçoivent leur permette d'exercer leurs droits électoraux de façon libre. Et puis, un autre dossier important, c'est le statut, le fondement et le financement des partis politiques européens, l'ingérence des pays tiers et la protection des droits fondamentaux des citoyens. Alors effectivement, ici, il y a des choses importantes qui seront prêtes pour les prochaines élections. Donc ici, en fait, on est en train de rassembler des positions dans le Conseil et de passer aux négociations. Alors, il y a les 2 directives sur les exercices, sur la mobilité des citoyens, donc la possibilité de voter ou de se porter candidat en tant que citoyen européen dans tous les États membres de l'Union européenne, quelle que soit sa nationalité. Il y a également le package défense de la démocratie qui va être proposé à la Commission. Et il y a également les nouvelles lois électorales. Alors, plus de consensus jusqu'en novembre. Donc, les élections sont libres quand les citoyens peuvent compter sur des informations libres, choisies de façon légitime. Les élections sont équitables quand elles se déroulent dans un cadre transparent et résilientes quand elles sont protégées d'ingérence de pays tiers qui visent à déstabiliser nos institutions. Donc, c'est vraiment ce que nous cherchons à faire à l'heure actuelle au niveau de la présidence du Conseil, avoir des accords, travailler sur le consensus et continuer à renforcer la démocratie européenne. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Goerens, il y a une dimension qui a été mentionnée plus particulièrement dans le discours d'ouverture des 2 présidentes de la Commission et du Parlement, et il s'agit en fait de la sensibilisation des citoyens. Les citoyens doivent être sensibilisés à ce pourquoi ils votent. Comment le Parlement agit-il pour sensibiliser les Européens aux enjeux européens de cette élection? Merci. J'ai entendu que j'ai le droit de parler français, de m'exprimer en français. Donc, j'attends que les écouteurs soient mis. Voilà. Comme je suis devant vous, je ne peux pas vous cacher que j'ai quelques années d'expérience politique sur le dos. J'ai fait l'expérience de parlementaire national, de membre du gouvernement national, de parlementaire européen et de membre du gouvernement, ce qui m'a donné l'occasion de participer à plusieurs promotions du Conseil de l'Union européenne. Cette expérience me fait dire une chose. J'ai eu le rare privilège d'être dans toutes les enceintes qui concourent à la formation d'une politique européenne. Quand on n'a pas eu cette chance, il est plus difficile de comprendre le vrai mécanisme avec les pensées et surtout les arrière-pensées qui sont à la base d'une décision prise dans ce cadre. On avait nourri l'illusion selon laquelle, après les premières élections, pour le Parlement européen, élu au suffrage direct en 1979, on allait laisser derrière nous tous les problèmes relatifs à la légitimité du Parlement européen. Or, ce n'est pas le cas. On a dû renforcer le système des majorités qualifiées. Et il y a un aspect qui échappe à nos citoyens. C'est le fait qu'il y a une deuxième branche législative pour laquelle il n'y a pas d'élection au suffrage universel
direct, c'est le Conseil. Bien entendu, tous ceux qui font partie du Conseil européen ou qui sont membres du Conseil de l'Union européenne peuvent se prévaloir en général d'avoir l'appui d'une majorité de leurs électeurs, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, une partie de décision est prise par le Parlement européen et une autre partie est prise par le Conseil qui, tout de même, reconnaissons-le, travaille dans une moins grande ouverture, j'allais dire opacité, mais dans une moins grande ouverture. C'est moins transparent. Et voilà, il est difficile donc d'expliquer le cheminement d'une décision. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Moi, je crois que le grand problème consiste à trouver une écoute attentive, et quand le système est trop difficile à expliquer, les gens décrochent. Ils ne s'y intéressent plus. Alors, ce vide laissé par le fait que je viens d'énoncer, ça laisse une très grande opportunité pour tous ceux qui veulent remplir ce vide. Et les remplir avec des fake news. C'est un grand problème. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau politique, à l'échelle européenne? Moi, je vais vous dire très clairement, moi je suis un député libre. Mon gouvernement ne me demande rien. Il ne m'impose jamais de voter dans un sens ou dans un autre. C'était le cas sous le gouvernement Juncker, c'est le cas aujourd'hui sous le gouvernement Bettel, c'est une tradition. De là à dire qu'on ne devrait pas se coordonner au niveau national pour que la politique, pour que les dossiers européens avancent, il y a un grand pas. Et ce que je veux dire, étant en charge d'un dossier très important qui fait partie du Democracy Package, si bien géré par Madame la commissaire, je dois vous dire qu'au niveau du Parlement européen, on arrive à faire des pas en avant. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les successions, pour les différentes composantes ou les différentes présidences en exercice du Conseil successives, d'essayer de convaincre les 26 autres de faire quoi que ce soit pour avancer dans ce domaine. Malheureusement, on n'a pas suffisamment réussi. Pour faire court, je suis avec Rainer Wieland, co-rapporteur sur le financement des partis politiques. Nous avons fait un rapport d'initiative. Ce rapport d'initiative a été largement suivi par la Commission. Elle a pratiquement repris 90% des propositions que nous avons faites. Donc, entre la Commission et le Parlement européen, il y a une très grande identité de vues, convergence de vues. Malheureusement... Can you please wait a second? I think your mic was disconnected. And we just want to make sure that people online hear you. Donc, on veut simplement vous assurer que les gens en ligne vous entendent bien. Est-ce que je peux avoir un petit signe? Est-ce que le micro est bien reconnecté? Du côté des interprètes, il n'y avait aucun problème. Apparemment, le mien est déconnecté. Bon, on peut continuer. Ah, on est OK, on est remis en route. Très bien. J'étais sur le point de vous dire que nous n'avançons pas suffisamment vite. Nous voudrions avoir des partis politiques indépendants. C'est la raison pour laquelle nous voulons que la partie de cofinancement qui reste à charge du parti pour leurs actions soit réduite. Ça les rend moins dépendants de l'argent qui vient de l'extérieur, ce qui est une bonne chose. Et nous voudrions aussi qu'elle soit efficace. Où sont les obstacles? Les obstacles sont le fait qu'on est extrêmement limité par ce qu'on a le droit de faire. On peut bien entendu faire des programmes électoraux à l'échelle européenne, c'est l'essence même des partis. Le parti a pour mission de désigner les candidats pour la Commission, pour des postes importants au niveau de l'Union européenne. Mais quand il s'agit de manifester son point de vue dès lors que l'existence de l'Union européenne est en jeu, on est condamné à ne rien faire. On n'a pas le droit de participer à une campagne référendaire dans un pays, dès lors qu'au Royaume-Uni, par exemple, c'était un enjeu national extrêmement important pour le Royaume-Uni, mais aussi une question, j'allais dire presque existentielle, pour l'Union européenne. Et là, si on est obligé à rester muet, c'est inacceptable. Nous n'arrivons pas, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un ici ou dans la salle a le moyen de surmonter ces difficultés, mais nous nous heurtons à un mur d'incompréhension. La même remarque vaut pour des campagnes
d'un autre ordre qui sont toutes aussi importantes pour l'avenir de l'Europe. Alors, je voudrais dire pourquoi c'est tellement important. Comme nous avons deux branches législatives qui ont des légitimités différentes, mais que la politique doit quand même être une, nous avons intérêt à faire converger tous les acteurs vers le même sens, vers les finalités inscrites dans le traité, vers les finalités inscrites dans les programmes électoraux. Et ça, on ne peut le faire qu'avec, pas seulement, mais on peut le faire, entre autres, avec des partis politiques européens renforcés. Nous avons tellement besoin de faire converger les personnes qui souvent appartiennent à une même famille politique vers la réalisation de l'objectif affiché dans les programmes. Si on n'arrive pas à faire cette démarche, on ne devrait pas se plaindre que les gens, les citoyens, ne nous comprennent pas. Un dernier mot sur le turnout, ou sur je crois qu'en français c'est participation électorale. Dans mon pays, le problème ne se pose pas parce qu'on a le vote obligatoire. Je crois que c'est la même chose pour la Belgique et la Grèce. Néanmoins, ce n'est pas une garantie pour que les citoyens ne se désintéressent de la politique. Un tout dernier mot, je persiste à croire que la démocratie européenne a tout à gagner si on arrive à évacuer rapidement ce package démocratie. Les gens ne le comprendraient pas parce qu'il y a un clivage au niveau politique. Et j'ai très bien remarqué lorsque dans mon pays, on a voulu faire participer tous les citoyens, même ceux qui ne sont pas de nationalité luxembourgeoise, aux élections législatives. On s'est heurté à un refus considérable. 80% de la population était contre. Parce que ce n'était pas une opposition tous azimuts contre la participation des citoyens non luxembourgeois à l'exercice politique national, mais c'était l'opinion publique contre l'establishment. Et je crois que c'est ça la fissure qui, actuellement, au niveau européen, nous cause tellement de problèmes. Et avec des partis politiques renforcés, je crois que nous serions à même de transcender un peu ces difficultés. Thank you very much. Mr. Alves Cordeiro, you're, as I said, the president of the European Committee of the Regions. Alors, Monsieur Cordeiro, en tant que président du comité des régions, vous avez entendu ce besoin de remplir ce vide. Et il a également mentionné les électeurs. Alors, comment voyez-vous le rôle des entités régionales pour encourager finalement cette participation des électeurs aux élections? Eh bien, bonjour depuis le milieu de l'Atlantique. Bonjour également à mes collègues présents à ce panel. Avant de passer à votre question, je voudrais en fait parler de 2-3 questions qui, pour moi et pour le comité des régions, sont particulièrement importantes. Tout d'abord, je voudrais souligner qu'il s'agit d'élections particulières. Les élections de 2024 pour le Parlement européen sont des élections particulières. Le contexte dans lequel nous vivons, non seulement par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps, mais vraiment ce que nous vivons maintenant et ce que nous prévoyons pour un avenir proche, rendent ces élections comme des élections les plus importantes que nous ayons pu connaître ces dernières années. Je pourrais parler du rôle de l'Union européenne et de la Commission européenne lors du Covid, de la guerre en Ukraine, mais également dans toutes les difficultés que les gens ressentent, les conséquences économiques et sociales ressenties par les citoyens européens suite à ces situations. La deuxième question que je voulais souligner, je ne veux pas minimiser l'importance de facteurs externes dans le processus électoral. Donc, la désinformation, la liberté de presse, la transparence.
Mais n'oublions pas non plus la responsabilité des acteurs politiques en ce domaine, dans le processus électoral, notamment en ce qui concerne la participation des citoyens. Si vous n'avez pas une pratique solide de reddition de comptes, de transparence, de buts et de procédures, et si vous n'êtes pas en mesure de présenter avant les élections ce que vous pensez et ce que vous voulez faire, et les problématiques clés qui impactent la vie quotidienne des gens, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir une participation massive. Cela n'a rien à voir avec la désinformation, la liberté des médias et la transparence. Ça a trait à la pratique politique des acteurs politiques eux-mêmes. Donc, je ne veux pas minimiser ici l'impact et l'importance des facteurs externes, mais ne courons pas le risque de nous dire que une fois que tout ce sera réglé au niveau extérieur, transparence, médias, des informations, et nous aurons un soleil radieux et tout ira bien dans le meilleur des mondes. C'est pas vrai. La méfiance envers le processus politique et finalement le combat pour reconquérir les électeurs commence de l'intérieur, commence par les procédures que les acteurs politiques, les partis politiques suivent. Alors maintenant, j'en viens à votre question, le rôle des autorités régionales. Alors tout d'abord, je ne pense pas qu'il doit simplement s'agir d'un rôle instrumental. En fait, au niveau local et régional, on parle de plus de 1,2 représentants politiques élus en Europe. On sait de données, non seulement de l'Union européenne, mais aussi de l'OCDE, que ce niveau de gouvernement, le niveau de gouvernance locale et régionale, reçoit davantage la confiance des citoyens que le niveau national et européen. Et donc, la meilleure manière de contrer cela, c'est que non seulement le rôle des autorités locales et régionales est instrumental, est utile, avoir des maires, avoir des politiques, des élus politiques régionaux qui vont effectivement voter, mais aussi il faut garder à l'esprit, je pense, que l'une des problématiques clés pour les communautés locales et régionales sont en jeu dans cette élection. Alors je peux vous donner quelques exemples. Au niveau de la politique de cohésion, par exemple, l'avenir de la politique de cohésion, le fait que l'élargissement, bien sûr, aura un impact sur la vie quotidienne des citoyens. Il n'est pas possible de traverser ce processus électoral sans avoir un message clair pour les citoyens sur ce que l'on peut attendre ou ce qu'ils peuvent, à quoi ils peuvent s'attendre comme impact sur leur vie quotidienne. Les autorités locales et régionales, pour leur part, ont également un intérêt essentiel dans ces élections. 70% des législations européennes, à une phase ou une autre de la mise en œuvre, passent par les niveaux de gouvernance locaux et régionaux. Local et régional, pardon. Et donc, il est vraiment important que ces entités soient impliquées et puissent participer. Et bien sûr, 50% des investissements sont également faits par les autorités locales et régionales. En fait, le troisième point que je voulais souligner, c'est les jeunes. Les jeunes doivent être captivés, intégrés dans le processus électoral. Ils doivent être des acteurs de ce processus. Pas par un point de vue spécifique, mais ils doivent se sentir intégrés. C'est la meilleure garantie que nous puissions avoir que non seulement cette élection, mais également les élections futures
permettront encore d'avoir un processus qui permette un processus démocratique qui soit au service de la démocratie. Voilà les 3 points que je voulais mentionner avec vous dans mon intervention. Alors, on ne peut pas prendre le risque que seuls les facteurs extérieurs peuvent influencer le déroulé d'élections libres, justes et résilientes dans l'Union européenne pour 2024. Ensuite, les pratiques et le comportement politique des partis politiques est important. Troisièmement, le rôle des autorités locales et régionales qui n'est pas seulement instrumental, mais qui soit véritablement intégré dans ce débat parce que les partis politiques, les concurrents politiques doivent adresser les préoccupations des citoyens. Et troisièmement, les jeunes, intégrons-les. C'est la meilleure assurance que nous puissions avoir que maintenant et à l'avenir, nous ayons des élections justes, libres et résilientes pour l'Union européenne. Merci. Madame Mogherini, nous venons d'entendre Monsieur Alves Cordero. Nous avons entendu l'importance d'expliquer l'élargissement, mais je pense que toute la situation géopolitique doit avoir un impact sur les élections. Donc, comment pensez-vous que cet impact fonctionne? Quel type d'impact la situation géopolitique a-t-elle sur les élections? Alors, merci beaucoup. J'ai le luxe de parler non pas au nom d'institutions, mais j'ai travaillé pour les institutions, j'ai travaillé énormément avec le Parlement européen, avec le Parlement national en Italie, et maintenant je suis vraiment dans une position très confortable où je peux donner de bons conseils parce que je ne peux plus donner de mauvais exemples. Donc, je voudrais en fait partager quelques réflexions, peut-être lors du deuxième cycle de questions. Je voudrais vous parler de quelques réflexions sur les étudiants que je vois et comment les jeunes voient les élections européennes et particulièrement tout le processus démocratique européen dans son ensemble. Alors, pour en revenir au contexte mondial, je voudrais également partager quelques réflexions. Alors, tout d'abord, je pense que non seulement en Europe, mais à travers le monde, il y a des problématiques importantes. Vu la séquence des crises que nous avons traversées ces 10-20 dernières années. Et il semble que depuis le début du siècle, nous vivions crise après crise. Crise financière, le Covid, le terrorisme, la guerre en Ukraine évidemment, toutes des crises comme ça autour de nous, l'espace restreint pour l'espace démocratique à travers le monde. Donc c'est vraiment un sentiment constant d'être remis en question et de traverser des situations qui méritent un leadership solide. Et je pense que c'est vraiment la racine du problème. On a mentionné avec les chiffres, il y a énormément de citoyens en Europe et dans le monde qui ont l'impression que faire face à des crises, pour simplifier, mérite un homme fort au pouvoir. Homme pour homme ou femme d'ailleurs, mais c'est en tout cas ce que tout le monde pense dans le monde et pas seulement en Europe. Et donc en fin de compte, la complexité de la démocratie peut être une charge si vous devez être fort et rapide. Et c'est vraiment la racine du problème ici pour pouvoir créer un narratif sur la raison pour laquelle la démocratie, la complexité de la démocratie est plus efficace dans le monde d'aujourd'hui. That's good. Et l'Union européenne a de bons arguments dans ce sens. Effectivement, la manière dont on a géré la pandémie de Covid a été remarquable. Et ça n'aurait pas été possible sans notre système démocratique complexe. La manière dont on a réagi vis-à-vis de la guerre en Ukraine était tout à fait remarquable aussi. Et ça, c'est grâce à la complexité des ressources, des outils que nous avons. Donc, le défi politique, c'est d'avoir un récit, un discours qui montre que la démocratie donne des résultats positifs et que la démocratie, c'est un atout et non pas une faiblesse. Deuxièmement, on peut dire effectivement le monde va mal, prend un tournant dangereux. Il y a de plus en plus d'acteurs extérieurs qui ont un intérêt à influencer notre processus démocratique. Mais
Effectivement, ça a toujours été le cas, mais là, aujourd'hui, ça prend une tournure que ça n'avait jamais pris auparavant. Et Stoltenberg a utilisé une expression il y a quelques années, il disait la première expérience que nous avons connue d'hybride, c'est sans doute le cheval de Troie. Donc, mais en fait, voilà, ce qui se passe, ça n'a rien de nouveau, mais c'est renforcer la tendance se renforce. Et lorsque l'ingérence extérieure, l'interférence externe a des agents, là, c'est très préoccupant. Et ça, c'est très difficile à réguler, à contrôler, à gérer. Et l'interférence extérieure est aussi forte, je crois, que nos faiblesses au niveau interne. Et comment... Bon, bien sûr, il ne m'appartient pas de donner la réponse. C'est ensemble, la Commission, le Conseil, le Parlement, qui doivent donner une réponse à cela pour ralentir cela, pour freiner cela, freiner ces interférences extérieures avec des bons dirigeants européens, avec des politiques européens, des médias européens qui arrivent à canaliser cette ingérence extérieure et à la repousser. Parce que sinon, on rentre dans ce cycle de questions. C'est quoi la liberté d'expression? C'est quoi la position politique? Quand j'entends le Parlement européen, le Conseil, qui adoptent des positions qui sont tout à fait alignées, clairement alignées sur ce que disent d'autres interlocuteurs du monde par rapport à l'Europe. Et à partir, mis à part le côté réglementation, etc., mais à part cela, je pense que le fait d'élaborer un discours fort qui développe vraiment une fierté européenne, qui montre vraiment que nous sommes fiers de la manière dont nous vivons nos démocraties, c'est ça qui est nécessaire. Et ça, c'est plus une question de culture que de processus institutionnel. Bien sûr, il faut pouvoir compter sur les institutions pour faire passer ce récit, ce discours. Puis ensuite, je voudrais parler de la force de l'opinion publique et la force de l'opinion publique des jeunes. Comment on légitime, on relégitime les institutions auprès des jeunes. Moi, je vois des jeunes très enthousiastes. Effectivement, les jeunes sont par définition enthousiastes, mais au-delà de cela, je vois vraiment une génération qui est très motivée, qui s'organise autour des questions qui sont importantes pour eux dans leur vie d'aujourd'hui et de demain. Et le problème, là, c'est le manque de confiance dans les institutions, soit dans les institutions européennes, voire nationales, peut-être moins au niveau local, c'est vrai. Mais le système de représentation a tellement été mis à mal au cours de la dernière décennie qu'il est prêt sur le point de s'effondrer. Alors, comment relancer le moteur de la représentation? Comment avoir des citoyens nouveaux qui font confiance dans leurs institutions, sans tomber dans le piège de rejeter la faute sur les institutions européennes. Parce que quand on voit la confiance qu'ont les jeunes dans les institutions nationales, ce n'est pas beaucoup mieux. C'est un petit peu mieux, mais pas beaucoup. Et parfois, les dirigeants nationaux jouent ce jeu de rejeter la faute sur les institutions européennes, ce qui ne fait qu'affaiblir, bien sûr, le niveau de représentation. Si les gouvernements locaux nationaux rejettent la faute sur l'Europe, il est plus difficile pour eux d'encourager leurs citoyens à voter pour les institutions européennes. Donc il faut également qu'il y ait une certaine cohérence au niveau politique par rapport à la cohérence dans la responsabilisation politique. Donc, se poser la question de savoir est-ce qu'on est vraiment cohérent quand on parle de l'Europe, en dehors de l'Europe, et pas uniquement quand on est à Bruxelles. Oui, c'est ce vieux jeu qui veut qu'on rejette la faute sur Bruxelles. C'est un jeu que beaucoup de gouvernements jouent depuis longtemps, effectivement. Francisca, vous avez entendu M. Cordeiro qui a parlé de la nécessité de faire participer les jeunes dans le processus électoral. Et Mme Mogherini a également
souligner le fait qu'elle voit les jeunes au Collège de l'Europe qui sont très enthousiastes, désireux de participer, désireux de faire bouger les choses, d'avancer. Mais d'après votre expérience, que diriez-vous de la participation des jeunes ou dans quelle mesure est-ce que les jeunes peuvent contribuer à un processus électoral positif? Vous pensez que c'est important de les encourager à participer aux élections européennes futures? Quelle est votre expérience par rapport à cela? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de me donner la parole, de pouvoir m'exprimer au nom des jeunes générations. Alors, je commencerai par dire que je suis vraiment contente de voir que les jeunes ont été mentionnés dans la plupart des interventions. C'est vraiment très agréable à entendre. Parce qu'en fait, souvent, le problème, c'est pas un manque de confiance vis-à-vis des institutions, mais plus de frustration vis-à-vis des institutions. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est ce que je vois autour de moi également. Alors, pour répondre à votre question, je dirais, il y a souvent un discours autour des jeunes qui n'est pas tout à fait juste. On dit que les jeunes ne sont pas engagés, que les jeunes qu'ils n'en font pas assez, qu'ils ne s'intéressent pas suffisamment aux élections. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. En tout cas, pour ce qui est de ma génération, c'est une des générations qui manifeste fréquemment. Et donc, on voit qu'il y a les jeunes qui utilisent des outils démocratiques et qu'il y a un écart entre cela et les jeunes qui participent aux élections. Et que ça, c'est effectivement quelque chose qui doit faire partie de l'agenda européen. Je vais revenir en fait sur ce qui a été dit auparavant, en disant qu'engager les gens, les mobiliser, ça commence bien avant le moment des élections. Dans le cas des jeunes, c'est encore plus vrai. On voudrait que l'opinion des jeunes soit mieux reflétée, mieux partagée, plus partagée, parce qu'il y a un avis chez les jeunes. Et c'est peu reflété dans les programmes, dans les agendas des institutions européennes. Ou alors, en tout cas, les jeunes ne le savent pas, ne le voient pas. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Et puis ensuite, le fait d'être proche de l'Europe, de la proximité de se sentir proche de l'Union européenne. Ça a déjà été soulevé et c'est vrai que c'est important et ça a souvent été un peu sous-estimé. En fait, ma génération n'a pas grandi sans l'Europe. La vie que je mène aujourd'hui, mais effectivement, parfois je considère ce que j'ai là comme acquis parce que je ne peux pas imaginer une vie sans l'Europe, sans l'Union européenne. Alors, je suis reconnaissante vis-à-vis des institutions européennes. Mais parfois, c'est difficile pour moi de faire la distinction entre ce qu'est l'Union européenne et ce qui est hors Union européenne. Quelle serait ma vie sans l'Union européenne? Et beaucoup de jeunes se posent cette question, se disent, tiens, que fait l'Union européenne pour nous? Et alors, j'ai tendance aussi, parfois, c'est facile de rejeter la faute sur Bruxelles et en même temps, on sait que vous travaillez dur, mais parfois, il y a un manque de connaissances, d'informations sur ce qui se passe à Bruxelles. J'ai terminé mon bachelier en juin et je ne comprends toujours pas le système politique européen. Pourtant, je l'ai étudié. Et voilà, malgré tout, après 3 ans, je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Alors, le fait qu'on ait abaissé le droit de vote, je trouve que c'est très, très bien. Et ça permettra peut-être aux jeunes de mieux comprendre ce que fait l'Union européenne pour eux. Et je suis effectivement bien consciente que je suis privilégiée d'avoir ce niveau d'éducation. C'est aussi grâce à l'Europe. Oui, merci. Alors, avons-nous une réaction de la part des membres du panel suite à ce que Francisca a dit ou à ce que d'autres ont dit? Oui, Madame Mogherini. Non, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je vais me taire après. Ce que Francisca vient de dire est tout à fait juste.
pertinente. En fait, on parle de plusieurs générations. Des générations qui ont vraiment la flamme, qui ont des croyances, qui ont la foi, parce que ils se disent que soit c'est eux, mais sinon il n'y aura personne d'autre. Et donc il y a vraiment un militantisme chez les jeunes, une véritable énergie ces jeunes qui mettent tout ce qu'ils ont sur la scène pour faire ce qui leur semble bon. Maintenant, il y a beaucoup de frustration. Et il y a des choses qu'on peut faire en société qu'on ne peut pas faire dans les institutions et vice-versa. Et donc, c'est important de pouvoir alimenter cette énergie, alimenter ces espoirs et cette sagesse aussi dont font preuve les jeunes générations. Ils trouvent des outils par eux-mêmes, mais en même temps, autonomiser les jeunes, c'est essentiel si on veut vraiment pouvoir parler de résilience. Tout le monde veut que les élections soient libres, régulières et résilientes du point de vue dont elles sont organisées. Mais par ailleurs, le revers de la médaille, c'est aussi de s'assurer qu'on a des électeurs et un public qui sont résilients par rapport à ce qui se passe et qui adoptent également un esprit critique vis-à-vis de ce qui se passe. Donc ça, c'est une question d'éducation encore et toujours. Là, je passe du mouvement des institutions à l'éducation. Alors, je sais que c'est une compétence nationale, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de donner des cours sur l'Europe depuis le niveau primaire? Ça existe dans les écoles européennes, mais les écoles européennes, c'est ouvert uniquement aux familles, aux enfants des agents européens, des fonctionnaires européens. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des cours sur l'Union européenne dès le niveau primaire? Ce serait une manière de semer les premières connaissances de l'Union européenne, ce qu'est l'Union européenne, ce que n'est pas l'Union européenne. Et puis ensuite, effectivement, autonomiser les jeunes générations, leur donner une place, les entendre, les écouter. Bien souvent, on les invite à participer à des débats, à s'informer. Mais, effectivement, moi, je vois que ces jeunes ont un niveau de maturité assez impressionnant. Et donc, il faut leur donner les rênes. Il faut qu'ils puissent façonner leur avenir. Et il faut aussi qu'ils aient les rênes pour la participation aux élections européennes. Maintenant qu'on a pu, effectivement, ramener l'âge du droit de vote à 16 ans, pour certains, je pense qu'il faut, effectivement, les encourager à participer et les avoir autour de nous en tant qu'acteurs. Parce que les jeunes générations disent souvent que c'est l'avenir, mais c'est également le présent. Ils sont également le présent de ce continent européen. Et donc, les autonomiser autant que possible. Donc, l'éducation, c'est une chose, c'est un outil, mais ce n'est pas la seule chose. La participation à des associations de jeunes, être militant, participer à des organisations de société civile, ce sont là tous des instruments permettant d'avoir plus de résilience et d'avoir plus d'électeurs, de citoyens qui aient un esprit critique et qui soient bien conscients de ce qu'ils font et qu'ils puissent également comprendre quelles sont les ressources qui sont fiables et celles qui le sont moins. Oui, Madame la Vice-présidente, et puis ensuite Monsieur Goerens. Oui, je suis contente qu'on parle des jeunes ici. Ils devraient être effectivement, comment dire, plus encouragés à façonner l'avenir de l'Europe. En fait, je vais avoir 60 ans l'année prochaine et il y a plein de choses que je ne comprends peut-être pas et qui concernent les jeunes. Bon, on a eu une conférence sur l'avenir de l'Europe. En fait, ça a été 2 ans de discussion qui ont été un petit peu difficiles à tenir à cause de la COVID, mais en fait, on voulait que les jeunes participent plus. 30% avaient de 17 à 30 ans et ils nous ont fait part de plusieurs messages, 3 messages en fait. Tout d'abord, que la démocratie et la liberté, c'est les top priorités. Ils veulent la liberté et la démocratie. En même temps, dans ce qui concerne la démocratie, on parle de systèmes électoraux tels que le Spitzenkandidat et continue de me demander pourquoi est-ce qu'on parle de cela. Personne ne veut plus parler de ce système. En fait,
ils s'en foutent pas mal de Games of Thrones. Ils veulent que la démocratie fonctionne pour eux et que leur voix soit entendue. Alors, le débat a beaucoup tourné autour du système électoral européen, de Spitzenkandidat, mais les jeunes voulaient pas de ça. Ils voulaient parler de la vie réelle et de la façon dont la démocratie peut fonctionner. Et comme Enrique l'a dit, effectivement, il faut promouvoir l'éducation, ça va de soi. Mais il y a effectivement une raison essentielle pour cela. L'éducation, c'est effectivement primordial. C'est incroyable la maturité qu'ils ont, ces jeunes de 16 ans. Ils sont parfois bien plus sages que des personnes plus âgées. Bien sûr, je ne voudrais pas généraliser. Mais ce dont ils ont besoin, c'est de perspectives. La perspective de logement, par exemple, c'est horrible. La perspective d'emploi, ils veulent un bon emploi, ils veulent de bonnes écoles, ils veulent de bonnes opportunités d'emploi, d'éducation. Et nous devons accorder beaucoup d'attention à cela quand on prépare nos programmes politiques. Et alors, je ferai ensuite un commentaire plutôt technique. J'en suis venue à la conclusion qu'il faut réagir par rapport à la démographie. On parle de société vieillissante, mais il faut un meilleur équilibre. Il faut qu'on ait plus de jeunes qui disent haut et fort ce qu'ils veulent. Alors, effectivement, que l'âge pour participer aux élections soit ramené à 16 est une bonne nouvelle. Alors, pour moi, le vote à distance, les célébrations des élections. En fait, moi, quand je vais dans un village, au centre d'une ville, voir que les gens se rassemblent pour voter, je trouve ça génial. Donc, c'est important de pouvoir voter avec un bulletin de vote papier. Bien sûr, il faut d'abord réfléchir à la sécurité des systèmes, parce qu'en Estonie, ils nous ont dit qu'ils avaient introduit le vote à distance parce qu'il y avait eu des problèmes. Et puis, c'est pour éviter les manipulations des élections, etc. Bon, voilà. Donc, l'âge de 16 ans et le vote à distance, c'est effectivement aussi peut-être une bonne manière de plus entendre les jeunes. Que les jeunes, l'Europe a besoin de la voix l'Europe a besoin du vote des jeunes. Alors, si on prend l'exemple britannique où les jeunes n'ont pas participé autant qu'ils auraient pu, et c'est surtout les plus vieilles générations, ma génération, votre génération, qui ont pris la décision pour l'avenir des jeunes. Ça, c'est un exemple de ce que l'on veut éviter. Monsieur Goerens. De votre intervention, ce que je voulais dire au début de la mienne. Ce qui m'a impressionné le plus au cours des 10 dernières années, c'était 1 million de jeunes dans les rues de Londres, manifestant pour le maintien de leur pays dans l'Union européenne. Mais quel acte de foi dans l'avenir de l'Europe exprimé par ces jeunes. Le reproche qu'on peut leur faire, c'est de ne pas s'être activé suffisamment tôt pour faire en sorte que ma génération ne fasse pas une croix sur leur avenir politique. Je trouve que c'est un vrai scandale que d'avoir laissé les jeunes Britanniques sur le fin. Je ferme cette parenthèse. Deuxièmement, quand je vais à Rome, à Paris, à Bruxelles, à Varsovie, je vois des jeunes qui sont habillés de la même façon, ils écoutent la même musique, et je crois ils ont beaucoup en commun, le partage d'une certaine vision de l'Europe. Et ça s'est confirmé lors de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Tous ceux qui ont pu témoigner de l'apport des jeunes dans cette conférence s'accordent à dire leurs attentes s'expriment dans l'espoir d'une politique cohérente, d'une cohésion de l'Union européenne et d'une ouverture sur le reste du monde. Ces trois attentes-là sont très largement partagées par les jeunes, et je crois que ça, c'est encourageant. Et ce qu'on pourrait faire, c'est répliquer l'expérience faite au cours de la
conférence sur l'avenir de l'Europe et leur offrir de nouveau, périodiquement, cette structure pour s'articuler sur leurs attentes et sur leurs propositions. Si vous demandez aux jeunes, est-ce que vous êtes pour le maintien de l'unanimité en matière de politique étrangère de l'Union européenne? Mais ils sont 95% à dire non. Hein. Et ils ont raison, ils rejoignent en cela les Européens convaincus et qui attendent que le système décisionnel au sein de l'Union européenne s'améliore. Donc moi je crois qu'il faut leur donner les moyens de s'articuler davantage. Et l'intérêt est là. Hein. Je suis en train de réfléchir à la prochaine liste électorale pour les européennes. Si je devais retenir tous les jeunes qui se sont manifestés, j'aurais besoin de 10 listes pour les caser. Thank you. It's a good sign. Ms. Yedo, and then we'll come back to Mr. Cordeiro online. Yes, thank you. Just a quick comment, actually. Oui, un commentaire très rapidement. En ce qui concerne les jeunes, mais en fait, les jeunes et les autres ont vraiment été pris en compte pendant notre présidence. C'est la première fois, enfin, les régions aussi ont été prises en compte. On a vraiment essayé d'inclure la société civile dans le processus, dans le programme de la présidence. Donc, de prendre des avis divers ici et là. Pour afin donc d'aboutir avec un texte commun, adopté à l'unanimité par les régions en Espagne et le Forum de la société civile. Et donc, on a pris vraiment en compte aussi les régions rurales, les régions à forte densité de population. Alors, comme Francisque l'a dit, l'Europe, c'est aussi pour les jeunes, mais il faut qu'ils apprennent comment fonctionne l'Europe. Il faut leur montrer que l'unité, faire la démonstration que l'unité, c'est extrêmement important. Parce que c'est... Enfin, par exemple, en Espagne. Alors, j'ai de la chance, parce que je viens d'un pays vraiment pro-européen, donc c'est un peu facile pour moi. En Espagne, 3 personnes sur 4 pensent que les décisions prises au niveau européen sont meilleures que les décisions prises au niveau national. Que les procédures, que tout cela est mieux au niveau européen qu'au niveau national. Ça, c'est vraiment très important, effectivement. Merci. Monsieur Cordeiro, vous opiniez du chef pendant que vous écoutiez les différents commentaires qui viennent d'être exprimés. Qu'avez-vous à nous dire? Merci. Je voudrais reprendre certaines des idées qui viennent d'être exprimées. Tout d'abord, en ce qui concerne la vie des jeunes, ce qu'ils considèrent comme important pour leur vie au quotidien. Je pense que, effectivement, c'est une manière de les garder connectés pour qu'ils soient sensibilisés à ce qui va être décidé au cours de ces élections. Et de bien leur faire comprendre que ce qui va être décidé au moment de ces élections va avoir un impact sur leur vie au quotidien, leur vie de tous les jours. Donc sensibiliser, éduquer. Et parce qu'effectivement, parfois, comme l'a dit un intervenant, on a tendance à se perdre dans des considérations comme les Spitzenkandidat. Mais pour le commun des mortels, pour des personnes qui ont des préoccupations plus prégnantes, plus urgentes, veulent des réponses à leurs questions. Ensuite, en ce qui concerne les jeunes générations, alors je suis tout à fait d'accord, c'est la confiance qu'il faut restaurer avant tout. Mais il y a autre chose que je voudrais souligner et qui concerne non seulement le concept de reddition des comptes, de se responsabiliser de ce qui a été atteint et de ce qui n'a pas été atteint et pourquoi.
Là, je pense que c'est une bonne manière de renforcer la confiance des citoyens dans la démocratie, dans les institutions, dans les programmes, et faire preuve de transparence par rapport à ce que l'on peut espérer pour l'avenir, ce à quoi on peut s'attendre à l'avenir. Je pense que les jeunes nous comprennent mieux si on fait preuve de clarté, de transparence, si on rend nos objectifs transparents, plutôt que d'essayer de dépeindre quelque chose qui ne répond pas à la réalité. Alors bien sûr, l'Union européenne est confrontée à plusieurs défis qui l'attendent. Alors qu'il s'agisse de l'élargissement, la politique de cohésion, donc plusieurs choses qui, d'une manière ou d'une autre, auront un impact sur la vie des gens. Donc, faire preuve de transparence. Et c'est ça qu'on essaie de faire. C'est vraiment l'engagement qu'on doit prendre, qu'on a pris et qu'on doit continuer de prendre. Ça, c'est vraiment très, très important. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que pensent nos intervenants, mais si vous êtes d'accord, je propose de donner la parole à la salle pour des questions. Et ensuite, nous poursuivrons avec les questions que nous avons préparées. Mais d'abord, je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle sur les différentes choses qui ont été soulevées. Nous venons d'avoir une discussion assez riche, assez ouverte. Et ce serait donc intéressant d'entendre également des commentaires de la salle ou de prendre vos questions. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous présenter ce faisant. Merci. Il y a un micro-baladeur, normalement. Oui, merci. Bonjour. Merci beaucoup pour l'organisation de cet événement. Je travaille au service de l'action extérieure de l'Union européenne et j'étais très intéressée par rapport à tout ce que vous avez dit concernant la manipulation de l'information, la désinformation, parce que nous travaillons là-dessus également. J'ai une question qui s'adresse à l'ensemble du panel. Puisqu'on recherche un plus grand niveau de participation aux élections européennes, que pensez-vous comment est-ce que vous voyez l'implication des citoyens européens qui vivent en dehors des frontières de l'Union européenne? Donc, on sait que certains États membres ont une législation qui permet à ces citoyens de voter, mais ils ne sont pas forcément équipés pour vraiment le faire, vraiment participer. Dans notre service, nous voulons vraiment promouvoir le vote de la part des citoyens européens qui vivent en dehors de l'Union européenne. Mais comment est-ce que vous voyez, vous, cette question de manière plus générale? Very brief. Merci, je vais donc être très concise. Une fois que vous êtes citoyen d'un pays, vous devriez avoir le droit de voter, où que vous soyez. Et il doit y avoir des moyens pour garantir cela. Évidemment, c'est aux États membres à prendre les mesures nécessaires pour permettre le vote. Et c'est également l'une des recommandations que nous allons émettre d'ici la fin de l'année parce que nous allons, dans le cadre du paquet défense de la démocratie, nous allons publier 2 recommandations adressées aux États membres. La première, afin de permettre un engagement sociétal, et permettre à la société d'avoir voix au chapitre dans les différentes questions stratégiques, avoir également accès au financement européen. Deuxièmement, les élections. Il ne s'agit pas de dire pour qui voter ou pour quelle idéologie, mais plutôt des règles techniques à mettre en place pour que les gens puissent voter de façon libre. Et donc, ceci devrait permettre de faciliter la possibilité de voter de l'étranger. Madame Mogherini
Contente de vous voir. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a également une valeur ajoutée particulière, non seulement dans la participation de nos citoyens européens qui vivent à l'étranger aux élections européennes, mais également dans la campagne sur la manière de mobiliser le vote européen. Parce que normalement, et je dis bien normalement, en tout cas dans mon expérience, les citoyens européens qui vivent à l'étranger comprennent beaucoup plus facilement comment fonctionne l'Union européenne. Une fois que vous êtes à l'extérieur, vous voyez beaucoup mieux les forces que de l'intérieur. Parce qu'une fois que quand vous êtes à l'intérieur, vous prenez un petit peu tout pour acquis. Et quand vous expérimentez la vie dans un autre environnement, dans d'autres circonstances, eh bien, vous comprenez bien la protection sociale, par exemple, et les différents droits, vous pouvez comparer. Et donc, une comparaison en utilisant les voies européennes à l'étranger pour permettre aux citoyens européens de voter, citoyens européens à l'étranger de voter, doit être aussi une bonne pratique. Alors, y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, micro. La dame ici sur le devant de la scène. Je vous remercie. Merci déjà pour organiser tout cela. Je suis Dana Cork. Je suis là pour la Commission transatlantique sur l'intégrité. Et donc, je vais parler des jeunes et de la voix des jeunes, parce que nous avons tous été jeunes, certains dans la salle le sont toujours d'ailleurs, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de voix d'une génération. Je pense qu'il y a une grande différence entre être un bachelier en études européennes ou travailler comme apprenti dans une industrie allemande. Alors, je ne sais pas si tout le monde ici est au courant, mais lors des élections d'État en Bavière, il y avait donc... sans les jeunes, l'AfD aurait été deuxième. Donc, on a besoin de donner aux jeunes voix au chapitre. Ils doivent être représentés également. Et on ne peut pas dire qu'il n'y ait qu'une seule voix pour les jeunes. Je pense que c'est dangereux de dire ça. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur ce dernier point? Non, pas forcément. Donc, y a-t-il d'autres questions dans la salle maintenant? J'ai quelques questions encore à vous poser, mais n'hésitez pas. Oui. Patrick Pennings, Conseil de l'Europe. J'ai une question très simple. Quelle est votre plus grande peur pour l'élection de 2024? Adressée à quelqu'un en particulier? Non, non. Non, tout le monde peut réagir. Madame la vice-présidente, peut-être pas pour l'élection européenne, mais en général, c'est l'agression. L'agression dans les campagnes électorales. C'est vraiment le facteur qui exclut les femmes du jeu. Et bien sûr, je devrais mentionner également les manipulations cachées pour tout ce qui est élection européenne. Mais la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que si on continue comme ça, les campagnes électorales sera plus une concurrente de personnes décentes qui se parlent les uns les autres avec une certaine culture. Et malheureusement, on voit des attaques agressives. Et dans le cas des femmes, c'est toujours fondé sur le genre. Et donc, c'est quelque chose qui, je pense, peut mener à des politiques plus masculines. Et ça, pour moi, ce ne serait pas un message très positif. Ce ne serait pas un résultat très positif pour nous. Parce qu'on a besoin à la fois des hommes et des femmes, on a besoin de dialogue. Et on ne devrait pas laisser le facteur agression écarter les femmes de l'espace public. C'est le cas pour les politiques, pour les journalistes, pour les organisations de société civile, également les magistrates. Donc je pense que c'est quelque chose à laquelle nous devrions faire beaucoup plus attention. Madame Yedo, votre point de vue et peut-être rebondir sur ce point de l'inclusion dans les élections. Alors je voudrais d'abord rebondir rapidement
Sur les 2 questions qui ont été posées, je pense que notre devoir doit être de motiver les gens à participer aux élections. Motiver les jeunes, motiver en fait tous les citoyens. C'est notre devoir. Il faut montrer comment l'Union européenne a été très utile ces derniers temps. On est peut-être dans une bonne vibe maintenant. On a montré l'unité et peut-être que nous devons encore montrer cette unité à l'avenir. Donc c'est très important. En fin de compte, comme on le disait auparavant, on a été utile au cours de la Covid-19, au cours de Next Gen. On a montré vraiment on a fait preuve de solidarité, pardon. Et donc, il faut pouvoir vendre ce projet, en fait, vendre la pertinence de l'Union européenne aux citoyens qui vivent à l'extérieur, dans des pays tiers, mais également aux jeunes aussi. Et donc, pour répondre à votre question, il y a quelque chose sur laquelle nous avons insisté beaucoup au cours de notre présidence, et c'est l'inclusion de tous et toutes, notamment les droits des personnes porteuses de handicap. Par exemple, nous avons une déclaration de la présidence sur laquelle nous travaillons actuellement et qui regarde justement les droits électoraux des personnes atteintes de handicap. Et donc, nous avons également un plan européen qui sera là. Nous avons cette carte de handicap. Et donc, il faut vraiment qu'il puisse y avoir un libre choix lors de l'expression de leur vote. La possibilité également de le faire dans un isoloir, que ce soit un scrutin secret. Donc, il y aura également un sommet au niveau de cette à Palma de Majorque. Et donc, nous avons essayé en fait d'approcher l'Union européenne, de rapprocher l'Union européenne de tous les citoyens espagnols. Nous avons eu 18 réunions ministérielles informelles qui avaient été très loin de Madrid ou de Barcelone, par exemple. On a eu les ministères de la justice à Logroño. Beaucoup de personnes n'en ont pas encore entendu parler. Donc, ceci fait partie de rapprocher l'Europe de ses citoyens. C'est très important pour nous et c'est important pour tout le monde, effectivement, pour améliorer la participation. Et donc, il faut être motivé à améliorer cette participation. Alors, je me tourne maintenant vers Francisca. Je pense que ce serait intéressant d'entendre le point de vue d'une électrice sur cette question particulière. Du point de vue de l'électrice, quelle serait votre plus grande peur ? Alors, je voulais en fait répondre également à l'autre question. Oui, mais brièvement, s'il vous plaît, il nous reste très peu de temps et j'aimerais encore soulever quelques points. Alors, très brièvement, au niveau du challenge, je pense qu'il est essentiel, il est critique, pardon, d'exclure un groupe quelconque, quelle que soit son opinion. J'ai des expériences que ce type d'appels ne sont pas pris au sérieux parce qu'ils ne sont pas sérieux. Donc, je pense qu'il est très important de garder cela à l'esprit. Les jeunes, s'ils ne se sentent pas pris au sérieux, ils ne vont pas prendre les élections au sérieux non plus. En termes de peur, maintenant, ma plus grande peur, et je ne peux parler que qu'en mon nom propre, c'est que, à nouveau, les jeunes ne soient pas représentés dans les programmes, en tout cas en tant que personne, et que des objectifs à long terme soient négligés. Dans les processus électoraux, bien souvent, on pense aux objectifs à plus court terme. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les 5 prochaines années, par exemple ? Alors, dans un certain sens, évidemment, ça a du sens, mais les objectifs à plus long terme, très importants pour les jeunes, sont négligés et laissés de côté. Donc, j'aimerais que ça n'ait pas cours pour l'année prochaine. Merci. Monsieur Cordeiro. Sous un angle plus régional, quelle serait votre plus grande peur par rapport à ces élections à venir? Eh bien, je vais le dire comme ceci. En tant qu'électeur, la situation la plus ennuyante, ce sont les regrets des personnes qui ne s'expriment pas.
Vu les résultats, j'aurais dû voter. Ça, c'est terrible, c'est vraiment ennuyant. Et c'est toujours une possibilité pour les prochaines élections. Donc pour moi, ce serait ma plus grande peur. Finalement, c'est les regrets de ceux qui ne s'expriment pas. Monsieur Goerens, à vous maintenant. Je vais vous surprendre en disant que ma plus grande peur, c'est que l'Europe s'installe de nouveau dans la routine. Parce que quand il y a une bonne crise, une série de crises, tout le monde attend que l'Europe agisse. Et l'Europe a fait ses preuves. Elle a su se dépasser et faire des politiques ex nihilo. En matière de santé, elle n'avait pratiquement aucune compétence. Elle a excellé dans la façon de contrer cette crise. Deuxièmement, les choses autour des élections ou qui se passeront après qui me font plus peur. L'issue du vote aux États-Unis me fait peur. Et la façon dont et l'insouciance avec laquelle on entamera l'année 2024. Et la troisième peur, c'est l'incapacité de bien expliquer que élargissement et approfondissement vont ensemble. On ne peut pas concevoir l'un sans l'autre. Et ce qui me fait peur là, c'est l'insouciance, y compris dans les plus hautes sphères de la classe politique avec laquelle on aborde ces derniers problèmes. Ms. Mogherini. Just one sentence. To be completely honest, I'm not worried. I don't. Alors, pour être honnête, je n'ai pas de peur pour cette élection. En 2024, ce ne sont pas les élections européennes qui me font peur, c'est les élections américaines. Parce que dans l'Union européenne, nous avons un système démocratique complexe, solide, qui nous empêche de prendre un tournant complètement mauvais. Mais ça ne veut pas dire que les résultats des élections au Parlement européen ne sont pas importants. Bien sûr que si. Mais nous avons un système de gouvernance qui est complexe et suffisamment solide et qui nous protégera, je pense, de tout ce qui pourrait être extrêmement dangereux. Donc je n'ai pas du tout peur au niveau des élections européennes. Mais par contre, j'ai peur de ce qui peut se passer quelques mois plus tard, clairement. Merci, Madame la Vice-présidente. Je vais vous donner le mot de la fin. Je voudrais peut-être que vous rebondissiez. En tout cas, le mot de la fin pour cette session, pas du tout pour les 2 jours, mais je pense que nous avons planté le décor et nous avons déjà bien ouvert la discussion sur différents points. Mais j'aimerais peut-être que vous nous parliez du rôle des partis politiques, des gens qui vont faire campagne. Certains ont pris des engagements, certains ont établi des codes de conduite. Qu'aimeriez-vous voir comme élément central dans tous ces engagements, ces codes de conduite, si nous voulons avoir des élections libres, justes et résilientes? Eh bien, encore une fois, c'est la confiance, construire la confiance des gens. Allez-y, faites-le pour nous, gouvernez. Et l'autre direction de confiance que je vois, bon, j'ai peur que si on essaye de protéger de trop notre système électoral, finalement, on ne fait pas confiance aux gens dans l'orientation qu'ils pourraient recevoir. Mais ça, c'est peut-être... ça mérite une explication plus longue. En tout cas, ce que je veux voir de la part des partis européens, c'est de la transparence sur la manière dont ils font les choses, dont ils sont financés, une communication ouverte, une culture politique qui reprenne cette communication décente. J'ai vu des études qui disaient que les élus donnaient le ton et la culture dans les sociétés, qu'ils sont des modèles. Mais c'est pas vrai. Je pense que les partis politiques on pense que ils ont cette capacité, mais la société pense que la politique, ce n'est pas simplement de la manipulation. Donc, transparence, décence, ce sont les mots-clés, et clarté. Nous devons nous rendre compte
que nous vivons dans une incertitude extrêmement importante, la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les gens ont peur. Les gens demandent à leurs élus des choses fondamentales. Est-ce que nous aurons de l'énergie pendant l'hiver? Est-ce que nous aurons de l'argent pour payer notre nourriture? Ce sont ces choses-là. Et donc les partis politiques doivent se rendre compte de cela et ils doivent créer des réponses solides. Alors évidemment, les partis politiques ont toujours des réponses pour tout, hein, mais c'est en fait une politique qui doit restaurer un certain degré de certitude dans la société. Vous m'avez demandé un mot un peu bref, hein, mais vous avez fait l'erreur de me donner le micro. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous quatre. Monsieur Cordeiro, Francisca, merci également de nous avoir rejoints en ligne. Mesdames et messieurs, je pense que nous avons établi une base très solide pour les discussions de ces 2 prochaines journées. Merci également pour vos interventions et je pense que nos intervenants méritent tous vos applaudissements.